En reculé, écartez-vous, adjoint, je vais briser ce plaisir. Non, tu ne vas pas. Tu crois? Non, tu ne vas pas. Maintenant, lâche cette pierre et déplace-toi. Aux yeux du monde, Andy Griffith était l'incarnation de la chaleur et du charme, le shérif d'une petite ville qui sifflait son chemin dans les salons américains chaque semaine. Les fans l'adoraient comme le visage décontracté de Mayberry, un homme qui semblait trop gentil, trop doux et trop foncièrement sain pour jamais garder rancune. Mais derrière cet accent traînant du Sud et ce sourire facile, se cachait un homme qui ne supportait pas les imbéciles, surtout quand quelqu'un le contrariait, et il y a eu une personne qui a fait exactement cela. Pas dans une dispute inoffensive, pas dans un malentendu mineur, mais d'une manière qui a profondément blessé. Griffith ne se contentait pas de le détester, il ne levait pas les yeux au ciel et passait à autre chose. Il portait cette amertume comme une pierre dans sa poche, lourde et inébranlable. Andy Griffith le détestait profondément. Alors, qui était assez audacieux ou malchanceux pour enflammer la fureur tranquille du shérif le plus aimé de Mayberry? Et pourquoi Griffith, un homme connu pour sa patience et sa retenue, a-t-il refusé de laisser tomber? Voici le côté d'Andy Griffith que vous n'avez jamais vu à l'écran. Des racines de Caroline aux rêves de Mayberry, l'histoire d'Andy Griffith n'a pas commencé avec les lumières d'Hollywood, les tapis rouges ou les voitures en mode de luxe. Elle a commencé de la manière la plus humble possible, le 1er juin 1926, dans la petite ville de Mount Airy, en Caroline du Nord. Il était le fils unique de Carl Lee et Geneva Griffith, et dès le début, la vie a clairement indiqué qu'elle n'allait rien lui donner facilement. Bébé, avant que ses parents ne puissent même se permettre une maison décente, Andy dormait dans les tiroirs de commode chez des parents. Pas de berceau, pas de lit, juste des tiroirs. Au moment où son père a réussi à acheter une maison dans le sud de Monterey, le quartier ouvrier de la ville, Andy avait 3 ans et était déjà conscient qu'il venait de ce dont les gens chuchotaient comme étant le mauvais côté de la voie ferrée. Ce sentiment d'être un étranger ne l'a jamais vraiment quitté. Il était timide, presque douloureusement, le genre d'enfant qui se fondait dans le décor, mais quand il a compris que faire rire les gens pouvait briser la glace, tout a changé. L'humour est devenu son moyen d'entrée, son arme secrète. Soudain, le garçon qui baissait la tête se tenait un peu plus droit, réalisant qu'il avait un don qui pouvait conquérir n'importe qui. Le lycée est devenu l'endroit où son amour des arts a véritablement éclos. Les cours d'art dramatique lui ont donné une scène pour jouer, et la musique swing a remué quelque chose en lui qu'il ne pouvait ignorer. Élevé dans la foi baptiste, Andy a trouvé un mentor improbable en la personne d'Ed Mickey, un pasteur de l'église morave de Grace. Mickey ne se contentait pas de prêcher, il dirigeait la fanfare de l'église. Et il a vu une étincelle en Andy. Il lui a appris à chanter, à jouer du trombone et, plus important encore, à croire en son propre talent. Sous la direction de Mickey, la voix d'Andy est devenue plus forte, sa confiance plus aiguisée, et au moment où il a obtenu son diplôme en 1944, il avait déjà commencé à tracer la voie qui allait définir sa vie. Cette même année, l'opportunité a frappé à la porte sous la forme de The Lost Colony, la pièce en plein air de longue date de Paul Green sur l'île de Roanoke. Pour Andy, entrer dans ce monde était électrisant. Il a commencé avec de petits rôles, mais année après année, il a gravi les échelons jusqu'à décrocher le rôle de Sir Walter Raleigh, le genre de rôle qui vous fait sentir que vous êtes vraiment arrivé. Ce n'était pas Broadway, mais pour un garçon de Mount Airy, cela aurait tout aussi bien pu l'être. L'université était la prochaine étape et il a choisi l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Au début, il pensait qu'il pourrait suivre la voie de la chair, se formant pour devenir un prédicateur morave, mais son cœur l'a attiré ailleurs et il a changé sa spécialité en musique. C'est une décision qui allait changer le cours de sa vie à l'UNC. Il n'était pas juste un autre étudiant, il est devenu une force. Il a rejoint les Carolina Playmakers, s'est lancé dans des opérettes et est même devenu président de la section de l'école de Phi Alpha Symphonia, la plus ancienne fraternité musicale du pays. Des rôles dans des productions comme Les Gondoliers, Le Mikado et HMS Pinor lui ont donné de l'élégance, du timing et de la présence. Des outils qui lui serviraient longtemps après la tombée du rideau. En 1949, Griffith avait son baccalauréat en musique en main,
Mais au lieu de courir après la gloire tout de suite, il s'est investi dans l'enseignement. Au lycée de Goldsboro, il est devenu le professeur de musique et d'art dramatique qui a poussé ses élèves comme Mickey l'avait fait autrefois avec lui. Parmi ses élèves se trouvait un jeune Karl Kassel qui allait devenir une voix légendaire à la radio, et même pendant qu'il façonnait de jeunes Guinevere, Andy façonnait discrètement son propre avenir lui aussi. Il a commencé à écrire, jetant les bases du conteur qui un jour posséderait les salons américains, sifflant son chemin dans les salons américains. Andy Griffith n'a pas fait irruption sur la scène en tant qu'acteur avec un scénario à la main. Sa première carrière s'est construite sur quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus risqué. Il s'est tenu seul en tant que monologuiste, racontant de longues histoires sinueuses avec la voix du diacre Andy Griffith, un pasteur de campagne décontracté qui pouvait faire passer même les événements les plus ordinaires pour des sermons bénitionnés et d'humour. L'une de ses premières pièces, What It Was Football, est devenue la carte de visite qui a tout changé. Dans cette pièce, Griffith, jouant le prédicateur confus, essayait de donner un sens à un match de football comme s'il assistait à un rituel extraterrestre. Sorti en 1953, l'enregistrement a d'abord été repris par Colonial Records avant que Capitol Records ne le réédite plus tard cette année-là. En 1954, le monologue était monté à la 9e place des charts, faisant d'Andy Griffith une star de l'enregistrement improbable. Au verso de ce single, son diacre a donné à Roméo et Juliette le même traitement de plouc, prouvant que Shakespeare pouvait être tout aussi drôle avec un accent du Sud qu'en pentamètre iambique. La télévision l'a remarqué. Des émissions de variété l'ont accueilli sur scène où le public riait aux éclats, tandis que Griffith débitait un monologue après l'autre. Mais le véritable tournant est survenu en 1955 avec No Time for Sir Jones dira Leven. Ce qui avait commencé comme un téléfilm d'1 heure pour United States Steel Hour est devenu le rôle qui allait définir le début de la carrière de Griffith, Will Stockdale, un garçon de campagne jeté dans le monde rigide de l'US Air Force. Le rôle était fait sur mesure pour lui et Broadway a rapidement fait appel à lui avec une version intégrale plus tard la même année. Griffith non seulement s'est bien débrouillé, mais il a volé la vedette. Le rôle lui a valu une nomination aux Tony Awards et bien qu'il n'ait pas remporté le trophée, il a remporté le Theatre World Award, un signe de reconnaissance qui l'a désigné comme une star de Broadway en devenir. Les critiques n'en avaient jamais assez. Brooks Atkinson du New York Times a écrit que tout ce que Griffith avait à faire était de monter sur scène et de regarder son public dans les yeux. Hollywood n'était pas loin derrière. Warner Brothers a adapté No Time for Surgeons en un long métrage en 1958, confiant une fois de plus le rôle de Stockdale à Griffith. Le film a également présenté au public un petit caporal nerveux joué par Don Knotts. C'était le début de l'un des partenariats les plus légendaires de la télévision. Un lien qui allait emmener les deux hommes à travers le Andy Griffith Show et au-delà. Et si No Time for Surgeons vous semble familier, c'est parce qu'il a ensuite inspiré la série télévisée dérivée Gomer Pyle, USMC, prouvant à quel point le personnage de simple garçon de campagne de Griffith avait du succès. Griffith n'en avait pas fini avec la scène cependant. En 1959, il a incarné le rôle principal de la comédie musicale Destry Rides Again, aux côtés de Dolores Gray. Le spectacle a été présenté plus de 470 fois et Griffith a obtenu une autre nomination aux Tony Awards, cette fois pour acteur de comédie musicale distingué. Il a perdu contre Jackie Gleason, mais il était clair que Griffith avait du talent et que Broadway l'adorait. Hollywood, cependant, n'a pas toujours été aussi gentil. Cette même année, Warner Brothers l'a essayé dans une autre comédie militaire, Onion Head, cette fois dans le rôle d'un marin des gardes-côtes. Le film a été un échec tant sur le plan critique que commercial, mais Griffith a continué d'avancer, puis est venu le rôle qui a prouvé qu'il n'était pas qu'un homme drôle avec un accent du Sud. En 1947, Griffith a fait ses débuts au cinéma dans Un visage dans la foule d'Elia Kazan. Fini l'innocent de campagne aux yeux écarquillés. Au lieu de cela, Griffith a joué un vagabond qui se fraye un chemin vers la célébrité à la télévision et utilise sa renommée comme une arme de pouvoir politique.
C'était une performance sombre et électrique qui a stupéfié les critiques. C'est le public, aux côtés de Patricia Neal et d'une jeune Lee Remick. Griffiths a montré une facette de lui-même que personne n'attendait. Intense, imposant, voire dangereux. Des décennies plus tard, Griffiths a réfléchi au film et a admis qu'il était devenu plus populaire avec le temps qu'il ne l'avait jamais été lors de sa sortie. Pour lui, c'était la preuve que son talent s'étendait bien au-delà du personnage de Plouk qu'il incarnait si naturellement. La télévision, cependant, était l'endroit où le destin l'attendait vraiment. Sa première apparition à la télévision avait eu lieu dans ce téléfilm No Time for Sergeants en 1955. Mais 5 ans plus tard, il s'est retrouvé dans le rôle qui allait changer sa vie à jamais. En 1960, Griffiths est apparu dans un épisode de Make Room for Daddy, mettant en vedette Danny Thomas, dans le rôle d'un shérif d'une petite ville qui était également juge de paix et rédacteur en chef du journal local. L'idée était simple. Le personnage de Thomas brûle un feu rouge et se retrouve soudainement au milieu de la justice de Mayberry. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que cet épisode n'était pas qu'une simple apparition, c'était un pilote discret. De cette seule performance, le Andy Griffith Show est né avec le producteur Sheldon Leonard à la barre. Et juste comme ça, le garçon de Mount Airy était sur le point d'amener Mayberry au monde. Mais la magie de Mayberry n'était pas portée par Griffith seul. Le cœur de la série, la chose même qui la rendait inoubliable, venait du lien entre le shérif Andy Taylor et son adjoint Barney Fife. Ce partenariat n'a pas seulement illuminé les écrans, il a remodelé la comédie télévisée et créé l'un des duos les plus emblématiques de l'histoire de la télévision, le shérif et son adjoint, un lien au-delà de Mayberry. Pour les fans de la télévision classique, le Andy Griffith Show était l'image même de la comédie saine d'une petite ville. Mayberry ressemblait au genre d'endroit où tout le monde connaissait votre nom, où les problèmes étaient simples et où le rire était garanti. Mais hors écran, l'amitié entre Andy Griffith et Don Knotts n'était pas aussi nette que l'image qu'il projetait. Devant la caméra, ils étaient inséparables. Le shérif stable et son adjoint nerveux. Deux cousins de campagne qui semblaient s'emboîter comme des parties de la même âme. Derrière le rideau, cependant, leur lien était compliqué, désordonné et chargé de secrets qui ne correspondaient pas tout à fait à la nostalgie que leur émission inspirait. Les deux hommes traînaient des bagages dès le départ, ils ont grandi dans la pauvreté pendant la crise. Andy dans une maison modeste du côté rude de Mount Airy, en Caroline du Nord, et Dawn dans une pension de famille usée de Virginie occidentale. Ce genre d'éducation a forgé une certaine force en eux. Cela signifiait aussi qu'ils ont reconnu quelque chose l'un dans l'autre lorsque leurs chemins se sont croisés pour la première fois à Broadway dans No Time for Sergeants en 1955. Ils ont accroché instantanément un ajustement naturel. Mais leur amitié n'a jamais été simple. Derrière les sourires, les deux hommes ont combattu des défauts qui ont assombri leur carrière. L'infidélité en était un. La réputation d'Andy en tant que shérif au bon cœur de Mayberry ne le suivait pas à la maison. Au moment où l'actrice Annetta Corso a rejoint la distribution en 1963 dans le rôle de l'institutrice Helen Crump, la romance d'Andy avec elle à l'écran avait déjà débordé dans la vraie vie. Il a caché cette liaison à sa femme, Barbara. Bien que les fissures dans son mariage se soient creusées, les deux s'appuyant sur l'alcool pour atténuer la tension. Le charme d'Andy attirait également d'autres femmes, dont Joanna Moore, une actrice invitée qui a ensuite épousé Ryan O'Neal. Bien qu'Andy se soit remarié 2 fois après son divorce avec Barbara, ses relations hors écran les plus durables semblaient être avec Anita et Dawn. La vie privée de Don avait ses propres complexités. Il avait la réputation d'être un homme à femme, appréciant l'attention des femmes qui trouvaient son énergie nerveuse attachante. Il s'est marié 3 fois. D'abord avec Catherine Metz, avec qui il a eu 2 enfants, puis avec Laurie Soukna, et enfin avec Francis Yarrow, qui est resté avec lui jusqu'à sa mort. Mais entre les deux, il y a eu d'innombrables rendez-vous et liaisons qui faisaient bien partie d'un schéma qui reflétait la propre recherche incessante d'Andy de quelque chose de plus. Si les liaisons ont révélé une couche de leur vie privée, la colère en a révélé une autre.
Andy, dont la personnalité publique était ancrée dans une sagesse calme, était capable de colère si féroce qu'elle terrifiait ceux qui l'entouraient. Il a fracassé des chambres d'hôtel, défoncé des pare-brises et s'est emporté d'une manière qui a pris les gens au dépourvu. George Lindsay, qui a joué Goober Pyle, a un jour décrit comment la distribution vivait souvent dans la peur de ses éruptions. Le masque de shérif calme s'est fissuré assez souvent pour laisser des cicatrices. Et lorsque Don a finalement quitté la série après un différend financier amer, ses colères n'ont fait qu'empirer. Andy gagnait plus d'1 million de dollars par an en tant que copropriétaire de la série, alors que Don se sentait sous-évalué, payait ce qu'il appelait de la monnaie de singe. Lorsqu'il a demandé un véritable partenariat, Andy a refusé et Don a quitté Mayberry pour une carrière étayée au cinéma. L'absence de son ami le plus proche a laissé le tempérament d'Andy sans contrôle et ceux qui sont restés en ont ressenti tout le poids. Andy lui-même a admis plus tard avoir suivi des années de thérapie, avouant que des sentiments d'inadéquation l'avaient hanté de l'enfance à l'âge adulte. La jalousie s'est également infiltrée dans leur amitié. Andy n'a jamais remporté d'Emmy pour le Andy Griffith Show, tandis que Don a remporté plusieurs prix pour son rôle de Barney Fife. La reconnaissance l'a piqué au vif et Andy a lutté contre l'amertume silencieuse de toujours jouer le rôle de faire-valoir au génie comique de Don. Don, pour sa part, luttait contre sa propre jalousie. Il était parfois irrité par la facilité avec laquelle Andy pouvait charmer une salle avec une blague. Même lorsque Don se considérait comme le véritable comédien, leur rivalité était aussi réelle que leur camaraderie, un va-et-vient constant qui a maintenu leur amitié à vif. Les luttes de Don ne se sont pas arrêtées là. Il a combattu des démons personnels profondément ancrés, notamment une dépendance aux somnifères qui menaçait de le submerger. En 1960, sa dépendance avait atteint un point de rupture. Poussé par des craintes et des angoisses qui remontaient à son enfance, il a travaillé sans relâche avec un psychiatre pour se libérer, affrontant ses démons de front. Selon son fils, la thérapie lui a peut-être sauvé la vie. Et pourtant, malgré les défauts, malgré la jalousie, l'infidélité et la rage, Andy et Don sont restés liés. Sur le plateau du Andy Griffith Show, ils ont créé des moments de joie authentiques qui ne pouvaient pas être simulés. Ron Howard s'est souvenu plus tard qu'Andy était le plus grand public de Don, souvent réduit aux larmes de rire par les pitreries de son ami. Quelles que soient les tempêtes qui couvaient dans les coulisses, lorsque les caméras tournaient, le lien entre Andy et Don était indéniable. Désordonnée, compliquée, mais réelle, mais aussi forte que soit son amitié avec Don, ce n'était pas la seule relation qui le définissait. Loin des projecteurs de Mayberry, la vie privée d'Andy racontait une histoire très différente, une histoire de passion, de chagrin et de mariage qui l'ont autant façonné que sa carrière. La vie amoureuse de Griffith. Andy Griffith restera à jamais gravé dans la culture pop comme le shérif calme de Mayberry. Mais lorsque les caméras ont cessé de tourner, sa vie amoureuse était tout sauf stable. 3 mariages, 3 femmes très différentes et une série de rebondissements qui ont rendu son histoire personnelle presque aussi dramatique que tout ce qu'il a joué à l'écran. Tout a commencé bien avant Mayberry. Au début des années 1940, Andy était un jeune étudiant en musique à l'université de Caroline du Nord lorsqu'il a rencontré Barbara Bray Edwards, une soprano qui avait les yeux rivés sur la scène de l'opéra. Il courait après la musique et le théâtre, elle courait après les projecteurs. Et ensemble, ils sont devenus un duo dans la vie et sur scène. Ils se sont mariés en 1949 et ont emmené leur numéro sur la route avec un mélange de musique, de danse et de comédie. Et pendant un certain temps, il a semblé qu'ils avaient tout pour eux. Mais la vie à la maison était bien plus compliquée. Andy et Barbara ont adopté 2 enfants, Sam et Dixie, mais le mariage s'est fissuré sous le poids de ses propres difficultés. Après près de 23 ans, ils ont mis fin à leur relation en 1972. Sam lutterait plus tard contre l'alcoolisme, une bataille qui s'est terminée tragiquement lorsqu'il est décédé en 1996 à seulement 38 ans. Dixie a choisi une voie plus tranquille, se retirant de la vie publique. Mais elle a perpétué l'héritage d'Andy à sa manière en élevant 3 filles qui lui ont donné le titre de grand-père.
Andy n'est pas resté célibataire longtemps. En 1973, il remontait l'allée, cette fois avec Celica Kazuto, une actrice et chanteuse grecque. Contrairement à Barbara, Celica préférait garder sa vie à l'abri des projecteurs et des gros titres. Leur mariage a duré 8 ans, calme et surtout privé, avant de se dissoudre en 1981. Les détails restent flous. Deux personnes qui ne pouvaient tout simplement pas faire fonctionner leur relation, se glissant hors de la vie de l'autre aussi discrètement qu'elles s'étaient réunies. Puis est venu le rebondissement inattendu. En 1983, lors du tournage du téléfilm Murder in Coweta County, Andy a croisé le chemin d'une jeune actrice nommée Cindy Knight. Ce qui a commencé comme une simple connexion sur le plateau s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Quelques mois plus tard, le 12 avril 1983, ils se sont mariés. Contrairement à ses deux premières femmes, Cindy s'est retirée de sa carrière et a construit sa vie autour de leur mariage. Elle a soutenu Andy dans ses batailles contre la maladie, a ancré ces dernières années et est resté sa partenaire jusqu'à la fin en 2012. 3 femmes, 3 mariages. Chacun a révélé une facette différente de l'homme qui incarnait le shérif le plus fiable de Mayberry. Stable à l'écran, agité hors de l'écran. La vie amoureuse d'Andy Griffith était aussi complexe et stratifiée que l'homme lui-même, et si ces mariages ont montré à quel point son monde privé pouvait être turbulent, le plateau du Andy Griffith Show a révélé sa propre part de fracture. Tous les liens à Mayberry ne reflétaient pas la chaleur des scénarios. Une relation en particulier a porté une ombre qui ne s'est jamais tout à fait dissipée. Quand Mayberry a tourné au vinaigre, la rupture silencieuse entre Andy et Tante Bee. Pendant 10 ans, Francis Bavière a porté le tablier de Tante Bee, la douce et affairée maîtresse de maison de Mayberry. Mais loin des caméras, elle a admis que le rôle avait un prix élevé. Elle a révélé qu'il était difficile de jouer un personnage pendant si longtemps et d'être tellement identifiée à lui qu'elle ne semblait plus exister en tant que telle. Toute la reconnaissance est allée à Tante Bee, pas à Francis, et la femme derrière le personnage se sentait invisible. Cette invisibilité est devenue amère lorsqu'il s'agissait d'Andy Griffith. Francis en voulait de le voir rafler les meilleurs morceaux de comédie pendant qu'elle était assise à l'arrière-plan. Elle a avoué qu'elle se sentait souvent obligée de prendre du recul, de s'effacer pendant que les rires allaient ailleurs. Le déséquilibre était si profond qu'elle a cherché une thérapie, essayant de lutter contre sa frustration d'être mise à l'écart. Les différences entre elle et Andy ne se sont accentuées que lorsque les caméras ont cessé de tourner. Il s'épanouissait dans la malice, faisant des farces et remplissant les temps morts de musique et de rire. Elle n'en voulait rien. Francis préférait une atmosphère professionnelle et sérieuse. Pour elle, ces pitreries n'étaient pas charmantes. Elle lui rappelait à quel point ils étaient éloignés. La tension a persisté longtemps après que Mayberry se soit évanoui dans les rediffusions. Au milieu des années 1980, Andy a tenté de combler le fossé, lui rendant visite à son domicile à Cedar City avec Ron Howard. Francis n'a même pas voulu les laisser rentrer à ce moment-là. Elle avait déjà refusé les offres de retrouvailles, refusant de revenir dans un endroit qui lui causait tant de malaise. Ce n'est que vers la fin de sa vie qu'elle a baissé sa garde. Mourante d'un cancer, Francis a pris le téléphone et a dit à Andy qu'elle était désolée qu'il ne se soit pas mieux entendu. Elle a admis que c'était de sa faute, qu'elle aurait aimé que les choses se soient passées différemment, qu'elle regrettait les années perdues dans un froid silence. La réponse d'Andy a été mesurée. De son point de vue, il s'était très bien entendu, c'était juste que Francis ne le ressentait pas comme ça la plupart du temps. 2 personnes liées à jamais par Mayberry, mais divisées par une amertume qui a survécu à la série elle-même. Mais si la froideur de Tante Bee a laissé Andy discrètement blessé, rien ne se comparait à la tempête d'émotions suscitée par son partenaire à l'écran le plus proche. Malgré tous les rires qu'ils ont créés ensemble, Andy portait une vérité sombre sur Don Knotts, une vérité qui couvait sous la surface et qui a choqué ceux qui l'ont apprise plus tard. Andy Griffith le détestait profondément. Lorsque vous regardez les rediffusions du Andy Griffith Show, en particulier ses 5 premières saisons, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être emporté par la magie d'Andy Taylor et de Barney Fife, shérif et adjoint, faire valoir et fou, calme paternel et chaos nerveux.
C'était un duo si naturel qu'on jurerait qu'il n'était pas du tout écrit. Et soyons honnêtes, évoquer la série aujourd'hui et la plupart des gens passent directement devant Andy pour s'extasier sur Barney Fife. Ils vous diront « J'adore Don Knotts, Barney était tout simplement le meilleur et ils ont raison ». Don Knotts était l'un des plus grands, un comédien dont l'énergie nerveuse et agitée semblait jaillir de ses os. Bien avant Mayberry, il avait créé son personnage d'homme nerveux, une boule de nerfs filiforme que le public adorait. Barney Fife, il était ce personnage perfectionné, un homme qui se pavanait avec un badge d'adjoint mais qui avait l'ego fragile d'un enfant. Il se tenait comme un soldat mais il tâtonnait comme un écolier, désespéré de prouver qu'il avait sa place en uniforme. Ce mélange, une fausse bravade enrobée d'une pure vulnérabilité, était de l'or en barre pour la comédie. Les gens ne se contentaient pas de rire de Barney, ils se connectaient à lui et Andy Griffith le savait. Andy a admis à plusieurs reprises que Barney était le drôle, le cœur battant de la comédie de la série, tandis que son rôle de shérif Taylor était d'être l'encre stable. Andy était le faire-valoir, le substitut du public, celui qui maintenait la scène stable pour que Barney puisse dérailler. Leur amitié à l'écran est devenue l'âme du Andy Griffith Show. C'était chaleureux, crédible et rempli d'affection et les téléspectateurs ne se lassaient pas de regarder ces deux opposés se stimuler mutuellement. Mais ensuite, après seulement 5 saisons, Don Knotts est parti et tout a changé. Le départ a créé un vide que personne n'a pu combler. La chimie qui faisait chanter la série avait soudainement disparu. Les fans étaient toujours au rendez-vous, les codes d'écoute sont même restés élevés, mais la magie avait disparu. Même des décennies plus tard, les gens en parlent de la même manière. Une fois que Barney est parti et que la série est passée à la couleur, ce n'était plus pareil. En couleur est devenue une expression pour dire que la bonne partie est terminée. Le programme s'est poursuivi professionnellement, bien sûr, mais l'étincelle qui l'a rendu inoubliable avait franchi la porte avec Don. Alors, pourquoi est-il parti ? Tout cela remonte à une simple hypothèse. Andy et Don croyaient tous les deux que la série ne durerait que 5 saisons. Don a bâti ses plans de carrière autour de cette idée. Pendant que le tournage était encore en cours, il a signé un contrat avec Universal Pictures, prêt à se lancer dans une carrière au cinéma. Dans les années 1960, c'était le grand saut. La télévision était encore considérée comme le bas de l'échelle, tandis que les films étaient le rêve. Pour Don, passer au cinéma n'était pas seulement un choix de carrière, c'était une validation. Sa mère, Elsie, avait toujours rêvé de voir son fils sur grand écran et c'était enfin en train de se réaliser. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. CBS n'était pas prête à abandonner le Andy Griffith Show. C'était un monstre de code d'écoute et le réseau en voulait plus. Andy s'est vu offrir une offre massive pour continuer, quelque chose comme $1 million par an, un salaire inouï à l'époque. Naturellement, Andy a accepté. Et puis il est allé voir Don, lui demandant s'il y avait un moyen qu'il envisage de rester. Cette conversation aurait pu changer l'histoire de la télévision. Don, fidèle comme toujours, a laissé entendre qu'il pourrait être disposé à renoncer à son contrat avec Universal si Andy lui donnait une participation dans la série. Ce n'était pas une demande d'égalité, pas une prise de pouvoir, juste un pourcentage modeste, peut-être 5%, quelque chose pour montrer qu'il était plus qu'un acolyte, qu'il faisait partie de ce qui faisait briller la série. Andy a hésité. Peut-être qu'il a mal compris, pensant que Don en demandait trop. Peut-être qu'il était pris entre la loyauté envers son ami et la pression du studio. Quelle que soit la raison, la réponse d'Andy a été tiède. Quelque chose du genre « Eh bien, nous verrons ». Et avec cela, le moment s'est envolé. Don a honoré son contrat de film. Mayberry a perdu son cœur battant. À l'époque, Don n'avait aucun regret. Il adorait être une star de cinéma. Il a fait 5 films avec Universal dans les années 1960 et chacun d'eux a été rentable. Des titres comme The Incredible Mr. Limpet et The Ghost and Mr. Chicken n'ont pas seulement connu le succès, ils ont cimenté sa place dans la comédie hollywoodienne. Il était dans les cinémas, son nom sur le chapiteau. Et pour un garçon de Virginie occidentale, c'était le rêve devenu réalité. Mais au fil des ans, la perspective a changé. Andy et Don ont tous deux réalisé que Mayberry
avait été la foudre dans une bouteille. Oui, les films de Don étaient amusants. Oui, Andy a connu le succès avec des projets ultérieurs comme Matlock. Mais rien n'a jamais égalé ces 5 années où Andy Taylor et Barney Fife ont partagé l'écran. C'était leur chef-d'œuvre, leur héritage, et les deux hommes le savaient. La beauté de leur relation, cependant, était que l'amitié a survécu à ce que la série n'a pas pu faire. Don a peut-être quitté Mayberry, mais il n'a jamais quitté Andy. Ils sont restés proches, se soutenant mutuellement à travers les mariages, les sommets de carrière et les luttes personnelles. Lorsque Matlock est arrivé dans les années 1980, Andy s'est assuré que Don avait un rôle récurrent. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était de la loyauté. Andy n'a jamais oublié l'homme qui a fait rire Mayberry et Don n'a jamais cessé de chérir l'ami qui lui a donné la scène. Même vers la fin de leur vie, leur lien est resté stable. Les deux hommes ont regardé en arrière et ont reconnu que le Andy Griffith Show était le sommet de leur travail. Don ne regrettait pas ses films et Andy ne regrettait pas d'avoir continué la série. Mais ensemble, ils ont reconnu que ce qu'ils ont construit au cours de ces 5 premières saisons était quelque chose de rare, quelque chose qui ne pouvait pas être recréé, peu importe le nombre d'épisodes en couleur qui ont suivi. En fin de compte, l'histoire d'Andy et Dawn est plus que l'histoire d'une sitcom. Il s'agit de deux hommes dont les talents se sont si parfaitement harmonisés qu'ils ont créé de la magie, puis l'ont perdue, puis ont trouvé un moyen de maintenir l'amitié vivante malgré tout. La série leur a donné la renommée et a donné le rire au monde. Mais sous tout cela, elle leur a donné chacun l'un l'autre. Et c'est peut-être pourquoi les rediffusions du Andy Griffith Show semblent toujours intemporelles. Parce que derrière le rire, derrière le charme de la petite ville, vous pouvez le sentir. Deux amis qui s'aimaient et se faisaient confiance, même lorsque leur carrière les entraînait dans des directions différentes. Le shérif Andy Taylor et Barney Fife étaient peut-être des rôles dans un scénario, mais le lien entre Andy Griffith et Don Knotts, c'était réel. Que pensez-vous du lien entre Don Knotts et Andy Griffith ? Partagez vos réflexions dans les commentaires, nous aimerions les entendre. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Restez dans les parages et cliquez sur la prochaine vidéo sur votre écran. Nous savons que vous allez l'adorer.